Est-ce que vous avez des documents? Quoi? Est-ce que vous avez des documents? Lorsque je lui parlais au téléphone, ma mère me demandait « Quand viens-tu nous voir ?» Ce fut le début d'une réconciliation avec elle. 私だって後継ぎにこだわってるわけじゃないの。でもあなたもう27でしょ。本当に子供が産める年齢で結婚できるのかしら。 Une immersion dans un camp de réfugiés à Paris, le monde ouvrier raconté par Adèle Haenel et la rencontre de deux mondes dans le carcan de la société japonaise. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez avec nous comme chaque semaine et bonjour à nos deux invités. Bonjour. Je suis avec Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, réalisateur du documentaire Que m'est-il permis d'espérer. Donc dans votre film, vous poussez les portes d'un camp de réfugiés à Paris et dressez le portrait de différents migrants en situation transitoire. On va évidemment en parler ensemble, mais juste avant, Thomas Borez nous en dit plus sur votre parcours. Voilà, donc Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, ça fait 20 ans que vous vous connaissez, avez décidé de faire un bout de chemin cinématographique ensemble, à travers notamment des documentaires engagés. Mais bon, quand on parle de documentaire, on parle forcément, à mon avis, d'engagement. Il y a eu Le lait sur le feu, ou La ruée vers l'Est, qui posait un regard sur le monde agricole français et européen. Il y avait eu aussi Seigneur, sur le dur métier de travailler dans un abattoir. Votre caméra se déplace aujourd'hui vers ceux que l'on appelle migrants, réfugiés. On entre ici, dans un camp d'accueil pour hommes, en plein Paris. Alors, avant d'en parler et de regarder des images, surtout, une question qu'on se pose quand il est question justement de co-réalisation, c'est qui fait quoi? Comment vous êtes répartis les rôles? Alors moi je suis au son, Raphaël surtout est à l'image, le grand est à l'image et moi au son, et cette équipe réduite nous permet de travailler simplement et d'être très rapidement, je dirais, au contact avec les gens avec qui on aime filmer, avec qui on aime rentrer en relation. Bon, on va continuer évidemment la discussion, mais donc place à l'image. Thomas l'a dit, on regarde quelques images de ce film. Que m'est-il permis d'espérer? عبد الكريم صديق الرحيل باكر ان شاء الله محمد نور يوسف باكر بصمه ايطاليا انا بصمت في ايطاليا عندنا لكن ورقتي هسه ذات في ايدي عندي مباشره عندي هسه ما لو قادو سوماليا ما لو كعريد مي لمعن Monsieur Diallo Al-Hassan. I'm not problem. I am his refugee. Where is go? Germany is go. Italy is go. I am where is go. Alors on va commencer par le début. Comment est-ce que ce projet est né et dans quelles circonstances? Alors déjà, ça faisait un bon moment qu'on avait vraiment envie de faire un film avec les réfugiés. On ne trouvait pas du tout d'endroit où on pouvait être tranquille avec eux. On n'arrivait pas à se dire qu'on allait faire un film dans la rue où ils étaient souvent expulsés et voilà, et jamais tranquille pour parler. Donc du coup, dès qu'on a entendu parler de ce centre, il a fallu convaincre la mairie et Emmaüs. Mais pour nous, c'était évident que c'était un endroit où justement on pouvait véritablement voir en fait vraiment une sorte de radioscopie de la société française aujourd'hui, autant du point de vue des bénévoles, des associations qui font beaucoup pour les réfugiés. Et on savait aussi que c'était un endroit où on irait forcément à la préfecture. Et du coup, on pouvait avoir dans un même lieu, au sens large, vraiment tout ce qui représente la société française. D'un côté, vraiment l'accueil très très généreux, et de l'autre côté, le non-accueil absolu qui se passe à la préfecture en ce moment. Vous êtes resté combien de temps dans le camp? On est resté toute la durée du camp, depuis l'ouverture jusqu'à la fin. On n'a pas tourné tous les jours, bien évidemment, mais on a tourné une quarantaine de jours là-dedans, pour chaque fois rester 3-4 jours, nouer des relations et les suivre sur ce parcours, comme dit Raphaël, d'entrée puis de sortie à la préfecture. Il y a une phrase qu'on entend dans le film, non, il n'y a pas de crise des migrants, il y a une crise de l'accueil. C'était quoi, le message du film que vous vouliez faire passer ?
C'est un sentiment qui ressort et qui nous a pris à la gorge dès le début du tournage. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réalité de cette fracture-là. Et en effet, elle ressort souvent dans la parole des gens et notamment dans un autre personnage qui dit « mais je ne suis pas un problème, je suis juste un réfugié ». Donc c'est vraiment quelque chose, des paroles-là qu'on voulait entendre pour rendre vivant et humain cette réalité-là du quotidien. Justement, quand vous parlez de personnages, parlons-en. Raphaël, je me tourne vers vous. Vos héros se nomment Salomon, Alassane, Idriss ou encore Johnson. Ils viennent d'Éthiopie, du Nigeria, du Mali, de Guinée. Comment on les choisit justement, ces personnages ? Justement, on ne les choisit pas, mais c'est vraiment des histoires de rencontres. Bien sûr, il y a... Là, dans le film, il doit y avoir 6 ou 7 personnages qui ressortent avec véritablement des histoires, des personnes vraiment qu'on a rencontrées, avec qui on a passé beaucoup de temps. Il doit y en avoir à peu près 3 ou 4 fois plus. Mais après, le montage a fait que, voilà, on a été obligé de choisir. Et encore une fois, ces personnes-là, elles ne sont pas représentatives forcément. C'est des rencontres. C'est-à-dire que déjà, il faut que ce soit des personnes qui acceptent d'être filmées, parce qu'à chaque fois, c'était la grande difficulté, c'est de faire traduire. Mais heureusement, dans le camp, il y avait énormément de bénévoles et de salariés qui parlaient les langues des personnes accueillies. Donc ça, c'était très agréable. Donc on pouvait vraiment bien leur expliquer notre projet. C'était un projet particulier. Et imaginez arriver là et dire qu'on fait un projet de cinéma, que c'est pas pour la télé, tout ça, c'était extrêmement compliqué. Et donc, une fois que tout ça se fait, eh bien, on ne choisit pas, mais on a des rencontres incroyables avec des personnes qui ont véritablement envie de faire passer un message et de dire justement qu'eux, ils viennent avec une famille, enfin, ils viennent d'une famille, ils viennent d'un endroit, d'un pays où ils voudraient retourner, exactement ce qu'on connaissait, nous, de toutes ces histoires de réfugiés, et d'arrêter de croire que c'est une masse, et bien que c'est des personnes. Oui, avec des profils très marquants, notamment ce réfugié du Tchad. On voit son regard qui est vraiment glaçant. On entend aussi quelqu'un dire dans le film « J'espère que la France sera bonne avec moi. Je suis en France pour devenir un être humain ». On voit ce cri d'espoir qui se heurte à cette espèce de lenteur administrative. Et vous le transmettez par la répétition. On les voit face à tous ces agents. C'est ça que vous vouliez aussi montrer ? On voulait avoir ces histoires individuelles. C'est-à-dire que ce que disait Raphaël, on veut sortir ces gens-là de la masse dans laquelle on les présente souvent. Et donc, en effet, Johnson, qui est ce Nigérian, il vient là pour devenir DJ. Donc, on pourrait penser, je veux dire, on ne va pas accueillir tous les aspirants DJ en France. Mais lui, en fait, il veut juste un avenir ici. Il était vendeur de rue, il gagnait tant bien que mal de quoi se nourrir tous les jours. Il dort dans la rue parce qu'il n'a pas d'autre. Mais il a un rêve. Et donc, tous ces gens-là viennent chercher des avenirs qu'ils n'ont pas possiblement chez eux. Donc pour nous, et c'est notre position engagée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la victime ukrainienne aujourd'hui ou soudanaise hier de la guerre et ces gens qui ne peuvent pas avoir de vie ailleurs que... Alors, dans le pays voisin, et puis ou en France, chez nous, quoi. Il y a quand même un différentiel qu'on sent. Là, l'Ukraine a suscité un élan de générosité. Comment est-ce que vous vivez peut-être, le fait que ces personnes que vous avez filmées sont ignorées depuis très longtemps ? Oui, c'est évidemment une grande chance que les Ukrainiens soient accueillis comme cela. Après, c'est très, très difficile de penser que justement toutes les personnes qu'on a pu rencontrer et encore aujourd'hui peuvent être remis à la rue parce que ils ont par exemple dépassé le temps pour déposer leur demande d'asile et on leur dit oui, vous avez le droit de déposer votre demande d'asile, mais par contre vous n'avez pas de logement, donc vous retournez dans la rue, exactement comme ce qu'on dit à Zerbo dans le film. Et ça, aujourd'hui encore, on a eu les chiffres hier, il y a 3000 personnes comme ça dans la rue aujourd'hui qui sont donc avec une demande d'asile en cours, mais aucun hébergement. Et ça, c'est très dur à accepter. Une demande d'asile ou n'étant pas encore reçue par les pouvoirs de l'État pour faire cette demande d'asile. Et votre film montre très bien toute cette détresse. Vous restez avec nous, on va continuer à dérouler l'actualité de la semaine avec un autre film à voir cette semaine, un autre documentaire, Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot, porté par la voix d'Adèle Haenel. Le film nous raconte le monde ouvrier des années 50 à aujourd'hui. On regarde d'abord un extrait de la bande-annonce. J'aime bien être dans le calme, j'aime bien être tout seul. Étant donné qu'il y a le bruit à l'usine, il y a le bruit à la maison, il y a toujours du bruit. Quand je vais à la pêche, là, vraiment, je sens que la tête, ça commence à revenir. Est-ce que vous croyez que ça peut s'améliorer un jour ? Peut-être un jour, que les jeunes seront peut-être moins bêtes que nous, ou je sais pas. Elle voulait tout me dire. Et son verbe s'emballait, intarissable.
Voilà, donc à la base du film de Jean-Gabriel Perriot, il y a d'abord un texte, un livre de Didier Héribon, paru en 2009, qui s'appelait Retour à Reims. Le fragment qu'on a rajouté, entre parenthèses, dit tout de la forme même du film, puisque c'est vraiment une adaptation extrêmement personnelle. Et le personnel est important parce qu'on part effectivement d'Adèle Haenel qui parle du jeu, qui se substitue à la voix de Didier Héribon pour basculer dans une histoire de la classe ouvrière française jusqu'aux Gilets jaunes. Et on voit d'ailleurs le film est un travail de cinéma et de cinéaste et de montage très intéressant. Comment on fait se télescoper les archives, comment ces images, ces textures hétérogènes arrivent à dire quelque chose. Voilà, donc c'est un film extrêmement vivant, très énergique, foutraque par moments, puisqu'on finit évidemment avec les Gilets jaunes, où le film s'emballe un peu et perd presque de sa cohésion. Il n'empêche que c'est un film extrêmement vivant pour cette raison-là. Alors, on va terminer avec un film japonais, Aristocrates, de la réalisatrice Yukiko Sode, un film qui interroge la place de la femme dans la société japonaise d'aujourd'hui. Oui, et c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que les femmes réalisatrices dans le cinéma japonais étaient un petit peu absentes, et il a fallu notamment que récemment, il y ait une rétrospective de l'œuvre d'une actrice, mais qui était aussi devenue réalisatrice dans les années 50, Yukiko Mishima, pour justement un petit peu changer tout ça. Et là, on a vu effectivement un autre film de Yukiko Mishima récemment, et tout ça nous fait dire que le cinéma japonais s'écrit de plus en plus au féminin. On suit ici l'itinéraire d'une jeune fille issue de la bourgeoisie tokyoïte, désireuse de trouver un mari, voilà, parce que les normes sont faites comme ça. Elle va le rencontrer, là va se poser des questions avec un sens du romanesque extrêmement précis de sa place qu'elle peut avoir au sein de ce couple, mais aussi au sein de la société où les femmes sont souvent à l'arrière-plan, même encore aujourd'hui. Voilà donc une très bonne nouvelle pour le cinéma et le cinéma japonais. Donc. Et comme souvent avec le cinéma japonais, les images sont très belles. Merci beaucoup à nos deux invités aujourd'hui, Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, pour ce film. Que m'est-il permis d'espérer en salle cette semaine? Merci à Thomas, à la semaine prochaine, et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Aristocrates de la japonaise Yukiko Sode en salle cette semaine. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. 再会したのは10年ぐらい前かな。大学辞めた時キャバクラで働いてたでしょ。何より向こうが私のことをそういう女だって区別してたから。あなたのことはこっちで調べさせてもらいました。この話を進めてもらって構わないのな。夢なんかある？俺はまともに家を継ぎたいだけだよ。光一郎さんってどんな人ですか？